Bien, bonsoir. Merci d'avoir affronté les frimas de cette journée compliquée. Et on va parler de concours. Et on va parler de concours, pourquoi? Parce que l'exposition que nous avons installée dans la galerie d'art moderne et contemporaine montre que les concours peuvent vraiment contribuer à produire de la qualité architecturale à plusieurs niveaux, au niveau de la typologie, au niveau de l'insertion urbaine, je dirais au niveau même de la qualité sociale du logement. Donc je dis que ce serait intéressant de voir comment cette production a pu apparaître de cette qualité grâce aux concours qui, je crois, ont été un des facteurs vraiment très importants. En deux mots, donc, nous avons réuni des gens qui ont participé à cette histoire de développement à Zurich et un certain nombre d'intervenants. Malheureusement, il en manque deux, un Suisse et une Française. Le Suisse était le responsable cantonal de l'architecture à Genève, bon, qui, lui, n'a pas trouvé de train pour venir. Et puis Madame Schwerer, qui est de Paris Habitat, qui malheureusement, les circonstances climatiques lui ont interdit d'arriver jusqu'à nous. Donc nous avons Madame Müller, qui est responsable des constructions à la ville de Zurich. Nous avons Urs Primat, qui est architecte du bureau Schneider Studer Prima, qui a construit un certain nombre de projets coopératifs. Vincent Cornu, qui est architecte français, qui construit beaucoup de logements, et M. Trivière, qui est directeur du groupe, voilà, la maîtrise d'ouvrage privée. On avait équilibré privé et public. Malheureusement, le public a un peu disparu, donc on va le remplacer, si je puis dire, par des questions. Juste deux mots pour commencer et quelques images pour expliquer. Deux mots, le principe de l'exposition, c'est des principes d'une exposition de logements coopératifs. Donc, c'est des logements faits par des structures autonomes, qu'on appelle une coopérative, et qui ont renouvelé leur patrimoine immobilier en faisant des concours, je dirais, rendus obligatoires théoriquement, par une législation de Zurich qui date, mais Madame Müller nous l'expliquera mieux, des années 80. Mais ce qui est vrai, c'est que cet énorme mouvement de rénovation et de transformation des logements à Zurich a, je veux dire, beaucoup profité de l'instauration de cette règle des concours. Et on a vu très rapidement les architectes qui, au départ, n'avaient pratiquement pas d'activité, puisque c'était une crise assez sévère à Zurich, comme dans d'autres villes, retourner à Zurich, parce qu'ils travaillaient plutôt à Berlin, ils travaillaient ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de travail à Zurich, et de revenir à Zurich, en quelque sorte attirés par les concours. C'est les concours qui ont transformé, en quelque sorte, l'activité des architectes pendant un certain nombre d'années, et donc a favorisé considérablement la qualité des projets. Donc on va essayer de raconter comment, justement, quelle politique et quelle méthode on arrive par les concours à faire de la qualité architecturale. Je voudrais commencer par quelques images, très rapidement, qui est une façon de dire que c'est vrai que les concours ont permis des choses qui n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas des concours. Trois projets, rapidement. Un projet dont l'architecte est Peter Merkley, qui est un architecte suisse de ETH, professeur, et qui est, on peut passer les autres, qui se trouve, c'est un concours, une coopérative. On voit très rapidement les petites barrettes noires qui viennent couper les barrettes rouges. C'était les anciens bâtiments, qui étaient des bâtiments classiques, de ce qu'on appelle la cité-jardin, des petits bâtiments à 2 étages, qui étaient des bâtiments en continu. Et l'architecte a trouvé qu'au compte tenu du site, il fallait créer une vraie structure urbaine avec 2 grands bâtiments qui redonnent de la qualité à cette voie, qui avait des échelles suffisantes pour tenir d'une grande hauteur. Et Peter Merkley lui-même m'a dit que s'il n'y avait pas eu le jury, ce projet ne serait pas passé. Parce que c'est les architectes du jury qui ont expliqué la qualité de l'espace, du lieu et du projet. Donc, un exemple, quelques images complémentaires. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, on a la rue, la grande avenue, et on a un immeuble de 6 étages, 7 étages même, qui est assez grand. Mais il faut reconnaître que de l'autre côté,
Ce sont des très grandes loggias qui donnent sur un parc, avec ces loggias qui sont ouvertes sur la partie du jardin, et à l'intérieur, ça fait des très grands appartements traversants. Deuxième projet qui montre ce qu'apporte un concours. Ici, nous sommes plutôt dans la catégorie d'un grand ensemble. Le projet que vous voyez, que je vais rapidement décrire, c'est celui qui est une espèce de trèfle qui est en noir, qui est un projet qui s'est installé sur un espace qui est uniquement consacré à du logement promotionnel, pour simplifier, avec deux promoteurs, deux coopératives qui se sont groupées pour acheter ce terrain. Ils ont acheté complètement le terrain. Ils ont fait un concours. Comme ils étaient deux promoteurs, chacun avait 170 appartements à construire, le concours a donné naturellement 2 bâtiments, sauf une exception qui était ce bâtiment, qui était assez compliqué à accepter pour une des deux coopératives, qui imaginait très bien d'avoir un bâtiment à elle et puis un autre bâtiment. Et c'est une fois de plus le jury, et en particulier les architectes du jury, qui ont fait comprendre que dans un schéma de cette nature, il était impossible de retrouver une situation semblable. C'est impossible de retrouver un lieu où on fasse un grand espace, une espèce de parc, qui maintenant est nulle part en Zurich sera possible. Donc, ou bien on le fait là, ou bien on ne le fait pas. Et donc, finalement, ça fait un peu céder la deuxième coopérative. Et donc, on a fait ce projet dont on voit quelques images. Voilà le schéma, effectivement, qu'il est assez raide. C'est une grande barre construite qui fait comme c'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est pas une croix. Et puis, qui est ouvert sur 3 côtés, c'est-à-dire l'ouverture se fait sur les angles, et qui permet d'accéder au grand espace intérieur, qui lui-même constitue une zone à trois qualités différentes, avec cette végétation qui a été prévue par le paysagiste. Il faut se dire que chaque projet a un paysagiste dans chaque concours qui a un rôle très important, surtout dans des schémas similaires. Dernier élément de comparaison des concours, c'est toujours un concours là cette fois-ci c'est un concours de la ville, si je ne me trompe, c'est la ville de Zurich qui avait décidé de faire un projet dense de logements familiaux dans un territoire assez compliqué qui est presque à la périphérie de la ville, sur lequel il y avait quelques tours qui étaient construites, des logements plutôt privés mais plutôt petits, et donc il y avait une volonté de rétablir un équilibre social en faisant beaucoup de logements familiaux. C'est un concours qui a été gagné par une équipe qui avait 32 ans. C'est pratiquement, elle a fait leur agence avec le concours. Et donc, c'est la preuve que par le concours, et par un concours comme ils sont organisés, on peut effectivement ouvrir la commande. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'ils ont gagné parce qu'ils étaient jeunes, c'est parce qu'ils ont fait, d'une part, une insertion urbaine, c'est-à-dire plutôt un bloc très fermé pour protéger l'intérieur, et avec une typologie qui a été très étudiée, qui permettait, voilà un peu les premières esquisses de ce qu'ils sont en train de construire sur la cour intérieure, et avec des plans qui ont été perçus comme vraiment remarquables parce que c'était une très grande densité, avec une capacité de mutation du nombre de logements de 3 ou 4 pièces, très facile, et voilà une petite cour. Simplement pour dire qu'effectivement, ces exemples montrent que le concours a permis, des choix qui n'étaient pas naturels, faire des grandes barres, une barre, on n'en veut plus, 2, des inventions urbaines comme clé, et 3, une capacité d'ouvrir un marché à des gens qui sont au départ interdits de ce marché, en particulier les jeunes architectes, puisqu'ils n'ont pas construit. N'ayant pas construit, ils n'ont pas accès à la commande. En France, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour dire que vous avez fait les mêmes logements déjà 10 fois, vous avez beaucoup de mal à pénétrer. Tout ça pour dire que les expériences ici, qu'on retrouve facilement à l'intérieur de l'exposition, sont la preuve que c'est par les concours qu'une certaine qualité architecturale, une certaine ouverture sur le projet de logement a pu être fait. Donc on va commencer à rentrer dans le détail et savoir comment on fait.
Donc, le principe, c'est de poser un certain nombre de questions toutes simples à Mme Muller. On avait prévu avec M. Della Casa de Genève de compléter pour voir si ça marchait la même chose. À Genève, c'est pas que... Vous connaissez la Suisse, chacun est autonome. Donc, Genève, c'est pas Zurich, c'est pas Genève. Donc, ils ont chacun leurs règles, ils ont chacun leurs méthodes, même s'il y a des choses semblables. Donc, c'était intéressant de comparer et de voir si effectivement ce schéma-là le schéma zurichois était celui qu'on retrouvait à Genève. Pourquoi Genève? C'est que Genève est en train de rentrer dans le circuit, justement, de créer des logements coopératifs et de faire des concours. Donc, il y avait une espèce de similitude avec 10 ans de décalage avec ce qui s'était passé à Zurich. Donc, la première question, c'est comment se fait-il qu'à Zurich, il y ait cette politique de concours? À quel moment elle a été instituée, si elle a été instituée? Donc, on peut peut-être simplement continuer. Voilà. Voilà. Je dois parler avec micro? C'est ça? Ah, voilà. Allô? Allô? Oui. Alors moi, Ursula Müller, je suis responsable du service développement des projets de l'Office de construction. Notre office de construction est très petit parce que Zurich est très petit en comparaison de Paris. Nous sommes 160 collaborateurs et nous dépensons 420 millions d'euros par an pour les bâtiments. Et nous organisons 8 à 10 concours d'architecture, dont environ 3 pour des coopératifs. Les autres pour notre bâtiment public. Et on a encore une autre façon de faire des concours, ça s'appelle sélection de mandataires. Cette catégorie, on fait 30 à 4 par an. Ça, c'était la question. Et depuis année 2000, on a environ organisé 135 concours. C'est beaucoup d'images. Et pour les coopératifs, on a un effet considérable de levier parce qu'avec 60 concours d'architecture pour 40 fondations et coopératives de logement, on a vraiment pu faire beaucoup pour le logement à Zurich. À peu près 5 000 appartements on a créé comme ça. Oui. Combien... Excusez mon français. Oui. Comment sont faits ces concours? C'est des concours ouverts ou c'est des concours que vous appelez sélectifs par sélection? Oui. Comment fonctionne le concours? Oui. Je vais vite expliquer un peu de cette... il y a là, j'ai pris avec moi le règlement de concours d'architecture et de l'ingénieur de la SIA. SIA, c'est notre société suisse des ingénieurs et des architectes. C'est un très important règlement. Pour nous, ça c'est notre lieu de jury, où on jury tous les concours. Le plus important, c'est qu'on sait que
il s'agit de sélectionner le meilleur projet et pas le premier venu. C'est très important qu'on est convaincu de ce fait. Ça, c'est notre gardien, ce règlement, gardien qualité et fair play pour tout le monde. Et dans ce gardien, il y a des facts. Je vais lire un peu, vous pouvez lire aussi, mais mon français est mieux, ça c'est mieux. On doit savoir qu'en Suisse, les concours ont vraiment une très longue tradition, plus de 100 années, 100 ans. Et ça donne un très fort potentiel d'innovation. Et aussi, parce que moi je suis le maître d'ouvrage public, c'est très important qu'est-ce que ça doit faire. Il incite le maître d'ouvrage à une préparation rigoureuse et augmente les chances d'atteindre l'objectif visé. C'est vraiment très important pour notre part de maître d'ouvrage parce qu'il y a seulement les deux côtés pour que ça vienne bien. Et ces programmes de concours proposent comme ça une tâche solide et réalisable. Le concours, il permet aussi de comparer différentes approches conceptuelles et un large choix de solutions proposées. Ça, c'est le plus important. Et aussi, la culture du bâti de qualité, ça, c'est très important pour notre environnement. Alors, les intérêts de tout le monde est dans ces concours représentés. Et pour tout le monde qui est un peu sceptique autour des concours, peut-être pour les coûts. Le coût d'un concours, c'est pas trop cher si on comparait avec le coût de l'ouvrage entier. C'est 1,5% de tous ces coûts. Et c'est le facteur de temps est important. Un concours dure à peu près 1 an, avec la préparation, le déroulement, évaluation et exposition. Mais en tous, c'est pas beaucoup 1 an. Et le taux élevé de réalisation, c'est très important parce que si tout le monde le fait sérieux, c'est élève le taux. Bon, j'espère que vous avez tout lu. Et maintenant, pour cette demande de comment est-ce qu'on fait avec lesquels concours. On connaît les deux, le concours ouvert ou bien le concours sur sélection. Et nous choisissons c'est le projet. Le projet, si le projet est moins complexe, on choisit le concours ouvert. Comme pour les écoles et les logements, on prend toujours plutôt le concours ouvert. Mais le concours sur sélection, on prend pour les projets techniques ou complexes. Là, c'est mieux d'avoir beaucoup d'expérience. Mais quand même, beaucoup des concours, par exemple, sur les coopératives, sont sur sélection. Il y a très peu de concours vraiment ouverts. Donc, oui. La règle, c'est plutôt des concours sur sélection. Donc, la question, c'est d'abord combien vous sélectionnez d'architectes. Vous dites que vous en avez 10 en moyenne, 10 plus dont 2 jeunes. Oui. Alors, les coopératifs, ils vont pas avoir trop grande... ils vont pas avoir des concours ouverts.
C'est seulement nous de la ville que nous faisons les concours ouverts. Là, c'est 10 architectes, on sélectionne, tout le monde peut candidater. Hein? Oui, faire candidature. Et on choisit 10 architectes et entre ces 10, on prend toujours 2 ou 3 jeunes. Mais quand vous sélectionnez les 10, je me mets à la place d'une coopérative, c'est-à-dire un maître d'ouvrage. Vous préparez le programme avec, et puis vous allez sélectionner 10 candidats. Oui. 2. Comment vous le faites? Vous le faites, qui est-ce qui décide? C'est le jury. Le jury décide qui est, bien geeignet. D'accord. Capable. D'accord. Qui est qualifié de ces... Peut-être 100 architectes se présentent avec leur plan. Oui. Et le jury décide qui est le mieux qualifié. D'accord. Oui, Urs peut... Effectivement, c'est souvent quelqu'un dans le jury se fait avocat pour un candidat. C'est difficile de rentrer dans un concours sur invitation s'il n'y a personne dans le jury qui a jamais entendu parler de cette agence. Donc c'est très important que les jurys soient variés aussi, que pas tout le monde vient du même coin, qu'il y a des gens peut-être aussi en dehors de Zurich et ce qui m'a impressionné au début de cette période, c'est que j'étais invité pour un jury, mais j'ai jamais fait aucun projet de logement à Zurich. Mais les gens de ton département, ils ont invité des jeunes architectes à l'époque. On peut peut-être tout de suite parler du jury, puisqu'on voit qu'il est important à la sélection et on va être important dans la décision. Qui sélectionne le jury? Le jury, il est constitué de qui? C'est le maître d'ouvrage qui... Donc, si c'est une coopérative, la coopérative? La coopérative, oui. Si nous organisons pour cette coopérative le concours, c'est nous que on fait des propositions, des architectes qui sont connus ou bien qualifiés de faire du logement et sont qualifiés pour ce concours en jury. Et le maître d'ouvrage Le maître d'ouvrage, il a un peu de confiance. Il a confiance en nous parce qu'on a fait déjà beaucoup de concours, alors il croit que ça va être bien. Les propositions. On reviendra après sur combien il y a de membres de jury. Il est constitué de combien de personnes, le jury? 9 à 13. Des architectes vont être 5 ou 6, ou bien 4 architectes, un architecte paysagiste, un ingénieur civil. Ouais. Ça dépend un peu du programme. D'accord. Ok. Peut-être je dis encore comment ça déroule le concours. Juste une question avant, parce que bien sûr, la jury. Juste, qu'est-ce que vous demandez dans un concours? Quelle est la quantité? Qu'est-ce qui est le brief, c'est quoi? Vous demandez quoi? La question est importante en France parce qu'on tend à demander tellement de choses dans un concours que pratiquement c'est presque d'avant-projets qu'on demande au concours. Donc qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui est requis?
il est, Peut-être ça devrait. pourra répondre plus facilement aussi. Non, parce que peut-être on n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'il demande presque un Trop de choses. projet. Voilà. Mais c'est toujours, oui, en gros, c'est un projet 1 sur 200, un 200e. Et après, il y a des précisions sur la construction de la façade, peut-être une coupe en 1 sur 50 ou 1 sur 20. Et il y a beaucoup de chiffres, de calculations, mètres carrés, de différents... Ouais, ça, et normalement, pour les concours de logement, il y a les typologies en 1 sur 100 ou 1 sur 50 avec la possibilité de meubler les plans. Et ça c'est... Oui, c'est peut-être 8 planches à 0, 6 à 8 planches à 0. 4 à 6. Ça dépend de la taille aussi du concours. Oui, c'est vrai. ok, bon. Donc ça reste maquettes, oui. pour les architectes. Là. Blanche. 500e. Ouais. Il y a un projet paysagiste du rez-de-chaussée, de plans de rez-de-chaussée assez élaborés. D'accord. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aussi... Non, c'est moi qui parle. C'est qu'il y a aussi, il me semble, à Zurich, une chose importante pour le concours, c'est qu'il y a une immense maquette de la ville. Et le projet est mis en place... Enfin, il me semble que c'est important aussi. C'est dans le cadre du concours, ça? Oui. Tout le monde a une maquette assez grande. C'est pas nécessaire de le mettre dans cette grande maquette dans la ville, de la ville. Mais s'il est nécessaire, on prend des pièces de cette grande maquette dans la salle de jury. Parce que des moments, il est important pour tout l'urbanisme de voir l'échelle plus grande. C'est vrai. Et quand vous émettez un concours et que vous avez choisi les 10 candidats, ils ont combien de temps? Alors, c'est la phase de déroulement du concours. Et maintenant, on est... là. On a fait le programme, on a fait la jury, l'appel d'offres, sélection des architectes, ça dure à peu près 3 à 4 mois. Et la conduite, c'est aussi 3 à 4 mois. Et la conception dure 90 jours pour les architectes, au minimum. 60 jours après les questions et réponses. On commence. Après 2 semaines, on peut poser des questions. Nous avons 10 jours pour les répondre et puis encore 60 jours au minimum. En tous, 90 jours. Et puis, on fait une vérification technique et après, le jury a 2 jusqu'à 4 jours de faire leur processus. Et puis après, très, très, très important, la communication. Parce que c'est très important d'avoir des rapports de jury qui sont, qu'on voit tout, et c'est transparent. Et on fait un petit apéro avec tous les architectes du concours et on explique qu'est-ce qu'on a pensé dans le jury. On explique tout le processus, pourquoi le projet là a gagné. Et on fait une exposition publique. Bon, on a un peu Peut-être c'est encore important de parler de la jury. Oui. Parce que je pense c'est le premier point. C'est très important qu'on choisit des personnes
qui ont envie de discuter à égalité avec tout le monde, avec le maître d'ouvrage, mais avec tout le monde. C'est important d'avoir des personnalités qui aiment la discussion. Et c'est une mixture, cette jury, de gens de l'expérience, de sexes et âges différents et des régions différentes, comme tu as dit avant. Et la composition est une représentance des métiers qu'on demande au concours. Alors si on demande un projet encore un peu d'ingénieur civil, il y a encore 7 personnes dans le jury. Bon, on va aussi, on va revenir un peu au système comparatif de système suisse par rapport à ce qu'on connaît en France. Juste, on pourrait juste compléter l'information sur la partie de débat du jury. D'après ce que vous dites, le jury est composé pour 40% à 50% d'architectes. 4 sur 8, 4 sur 10, oui. 40 à 50% d'architectes. Le reste, c'est... C'est le maître d'ouvrage. D'accord. Et quelquefois, il y a aussi des architectes en maître d'ouvrage, à la côté de maître d'ouvrage. Il y a toujours quelqu'un du quartier qui est dans le jury, du quartier où on fait le projet. Oui. Oui. Les gens de la ville, de par service urbanisme. Oui. D'accord. Et la décision se fait comment? Elle se fait par un consensus qui se développe ou par une décision qui est prise à un moment donné? On parle beaucoup. On parle 2-3 jours dans des rondes. On parle de chaque projet. On prend les meilleurs et comme ça, on trouve. Dans le meilleur des cas, c'est un processus d'apprentissage mutuel que, en fait, nous, comme architectes dans le jury, on apprend quelque chose du client ou du maître d'ouvrage et vice-versa. Mais c'est pas toujours, c'est le cas idéal, c'est que vraiment, par le biais des projets, on discute, on apprend quelque chose, on dit oui, c'est vrai, c'est comme ça, il faut voir ça, pas comme ça. Mais par contre, il y a aussi des cas où il y a des conflits. On n'est pas d'accord à la fin. C'est plus difficile de trouver un consensus. D'accord. C'est une discussion ouverte. C'est que pas. Moi, je suis souvent la chef de cette jury, mais c'est pas le rôle. C'est plutôt, je sais comment le processus se passe, mais je suis pas. Nous sommes toutes égales et on discute très ouvert. D'accord. Et on n'est pas un grand groupe, 9 à 13 personnes, et on laisse parler, on entend. C'est comme ça. D'accord. Et les questions que vous réglez, si je puis dire, par la discussion, c'est le choix de la typologie, l'analyse du projet sur l'angle de la qualité du logement, c'est l'insertion urbaine, il y a semble-t-il des... Souvent au début, comme j'ai vécu, chacun présente un projet aux autres. Et on fait un groupe de 2 personnes, un membre professionnel et un membre représentant du client, et on regarde les projets. Vraiment, on prend 1 heure pour regarder un projet et après on l'explique aux autres et on ne fait pas encore de jugement. Et après avoir fait ça, peut-être il y a l'examen technique, on a plus de données et on essaie de ramasser de l'information avant de vraiment rentrer dans la qualification. D'accord. Et après, normalement, il y a des groupes de projets où on dit oui, celui-là, ça, c'est pas vraiment. Voilà. Souvent, tout le monde est d'accord pour ça. Et après,
S'il y en a 3, 4, il faut vraiment choisir. Ça va être plus intense, la discussion. D'accord. Mais si tu as un concours ouvert, on n'a pas 1 heure pour un projet. C'est plutôt 10 minutes. Ouais. Mais là, on est plutôt dans le cas le plus classique d'un concours sur sélection où il y a 10 candidats, 10 projets, et puis une discussion, et puis de cette présentation. Donc, ce qui est important, c'est que... On ne sait pas qui est derrière. Oui, oui, Les projets sont anonymes. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est de voir la défense de chaque projet par un architecte et une personne de la coopérative, enfin de maître d'ouvrage, qui présente le projet en quelque sorte, qui explique comment il est, avant qu'il y ait une discussion, et ça prend déjà un certain nombre de temps. Et après, première approche de sélection, on commence à en éliminer certains qu'on ne considère pas adaptés, et après on peut discuter. Et le choix final conduit à avoir un classement. Classement 1, 2, 3, 4. On a souvent 3 à 8 prix. Et ces 3 à 8 prix, ils reçoivent un dot de... il y a une somme globale de prix qui est déterminée en fonction du coût de l'ouvrage. C'est pas toujours la même somme. Et cette somme, on divide sur 3 ou 8, jusqu'à 8 prix. Et puis, quand le jury est fini, je fais l'appel à tous ces membres qui ont un prix, tous ces architectes qui savent le même soir s'ils ont gagné ou pas. Mais finalement, ne sont rémunérés que ceux qui ont été primés. C'est-à-dire, c'est quand le jury a décidé le classement que la rémunération des 10 candidats se fait. Ou est-ce qu'il y a une prime malgré tout dès qu'on participe? Comment ça marche? Parfois, il y a, ça on peut régler avant dans le programme. Oui. Parfois, il y a par exemple 10 000 € pour chaque équipe, pour la maquette, et après il y a des prix en plus. Et parfois, il y a rien pour tout le monde. Et souvent, pour les concours ouverts, il n'y a pas de rémunération. Il y a seulement les prix pour ceux qui... Et le prix de combien? Comment ça se situe? En pourcentage de la somme globale, je n'ai pas dans la tête la formule, mais en fonction du coût de l'ouvrage. Oui, pour un grand concours, le deuxième prix peut être 500 000 €, 50 000 €. 50 000 €. Pardon, 50 000. Pour un grand concours. Un grand concours. Pour un petit concours, c'est... Un concours normal de logement, c'est... Le premier gagne combien, si je puis dire? 30 000. 30 000. 35 000. La somme globale, elle est entre 200 000 ou 300 000, oui. Voilà. Ouais. C'est tout dans ce règlement. On n'invente rien. Très bien. Bon. Il est aussi en français. Ouais. Donc pour ceux qui vont avoir la source. Bon, non, mais maintenant pour regarder un peu comment ça fonctionne de notre côté, enfin du côté français, pas de notre côté, parce qu'on voit des choses quand même assez différentes, enfin, ne serait-ce sur le nombre de candidats. Même quand c'est un concours sur sélection, vous avez 10 candidats, dont 2 jeunes architectes. Donc déjà, nous, on est à 3-4, et là, on est 2 fois plus. Oui, nous on est à 3 à 4 à peu près, hein, c'est la moyenne. Ça ne dépasse pas 4. Ça dépend. Ouais. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, les concours d'architecture sont souvent des concours qui associent le promoteur et les architectes. C'est-à-dire que c'est des consultations qui sont lancées par des aménageurs, par exemple, qui organisent des sessions de charges foncières, c'est-à-dire d'une capacité de la possibilité de réaliser un programme sur un terrain donné. Et pour attribuer ce lot à construire, on organise un concours, souvent, qui associe des concepteurs
et des promoteurs. C'est une pratique relativement courante du concours en France organisé par les aménageurs. Après, la pratique que vous présentez, elle évoque un peu plus les concours, mais peut-être Vincent pourra plus en parler que moi, des concours qui sont organisés par les maîtrises d'ouvrage publiques, le plus souvent, des bailleurs sociaux, qui organisent des concours d'architecture pour réaliser le programme qu'ils ont défini. Du côté des maîtrises d'ouvrage privées, il est très très rare d'organiser un concours d'architecture, en revanche. C'est-à-dire que le cas le plus commun, c'est celui où on se retrouve, nous, maîtres d'ouvrage, à former une équipe de maîtrise d'œuvre, avec tous les bureaux d'études qui vont avec parfois d'autres partenaires qui sont partie prenante dans la réalisation du projet, puisque ils sont éventuellement utilisateurs futurs du programme. Et donc, c'est cette équipe-là qui participe au concours. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus large qu'un simple concours d'architecture, où le sujet de l'élaboration du programme compte aussi beaucoup. Voilà. Mais peut-être, Vincent, sur les concours organisés par les peut-être on va regarder plus spécifiquement les concours classiques, un peu similaires à ceux qu'on voit à Zurich, qui sont plutôt les concours qui restent encore du côté de la maîtrise d'ouvrage publique quand elle fait des concours. Et donc, ça, Vincent, vous pouvez nous expliquer un peu la différence. La grosse différence, c'est l'anonymat. Pour les concours publics, c'est le fait qu'il y a une présélection d'un nombre limité d'équipes, et ensuite qu'il y a effectivement un anonymat, c'est-à-dire le principe, on peut le comprendre, hein, le principe, c'est on ne choisit pas une personne, on choisit un projet. Bon. Mais la limite de ça, c'est que l'échange, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Le concours est fait, mais il n'y a aucun échange, il n'y a aucune présentation du projet. Ça, c'est la grosse différence, je trouve, avec ce que tu évoquais, où à un moment, il peut y avoir un échange avec la maîtrise d'ouvrage sur le projet, et parfois, dans certains cas, deux phases, c'est-à-dire une première phase d'échange, et puis on va plus loin dans le concours, ce qui est quand même pas inintéressant. Voilà. Mais dans le système zurichois, oui, il y a un échange qui est fait non pas par l'architecte, mais par celui qui, en quelque sorte, représente l'architecte dans le jury, qui présente le projet et qui analyse le projet. Je veux dire, on peut faire confiance à ces architectes-là pour essayer de comprendre le projet, de l'analyser, de le présenter. C'est pas forcément l'architecte lui-même qui peut le faire. Dans le cadre du jury, il y a cette présentation, puis une discussion, puis une sélection. La différence, c'est qu'eux, ils en prennent 10, nous, on en a 4 ou 3. Donc, la sélection est quand même beaucoup moins grande. Plus restreinte. Et ça dépend comment se fait la discussion sur le jury. Est-ce qu'on discute vraiment sur la typologie? Est-ce qu'on discute sur comment se fait la discussion? C'est pour ça que c'est très important la qualité du jury, parce que c'est elle qui va déterminer la qualité de la discussion et donc la qualité du choix. Et si le jury est déterminé par qui? En l'occurrence, dans le logement social, le maire a beaucoup d'importance. Et qui décide? C'est les architectes. Combien il y a d'architectes dans un jury en France? Alors, c'est à peu près la même proportion. Hein. C'est 40%, c'est plutôt 30-40 que 40-50. Oui, quand même. C'est ça. Ça, c'est une chose. Et effectivement, en général, le maire a une voix prépondérante. C'est-à-dire que très souvent, quand il y a un aménageur, une maîtrise d'ouvrage, des architectes, et le maire, la voix du maire, très souvent, elle est prépondérante. Elle est bien sûr très importante. Bon, on peut dire parfois trop importante, parce que bon, c'est évidemment important qu'il y ait le maire. Mais l'expérience montre que, voilà, Non, mais je pense qu'il y a une différence qui est assez importante. La description qu'a faite Madame Muller est très intéressante, et surtout Urs. Il y a une discussion réellement sur le projet, avec un architecte qui lui explique le projet. C'est pas l'architecte qui l'a fait, mais qui essaye de le comprendre. Les autres architectes peuvent répondre ou commenter. Un maître d'ouvrage, donc il y a une vraie discussion sur le projet. Et on a 10 projets, ça veut dire qu'il y a 10 chances
d'avoir un des projets. Les cas que j'ai montrés du projet CLI, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 bâtiments, c'est un seul. Et c'est celui-là qui a gagné parce que lui a apporté une réponse que les autres n'apportaient pas. 3, il y a quand même une chance sur 3. 10, c'est une chance sur 10. C'est quand même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de possibilités. Et ensuite, qui décide? Qui convainc? Et donc, on voit bien que si le maire ou le représentant du maire ou quelquefois 3 ou 4 personnes du conseil municipal, parce qu'elles ont des raisons d'y être, parce qu'elles ont un poids très important, ce n'est pas forcément le projet qui va gagner. C'est autre chose, c'est une autre raison. C'est pour ça que je dis l'importance du jury et la manière dont il travaille, outre l'importance du nombre de candidats possibles. Alors, juste le point commun, c'est que les architectes, même s'il y en a peut-être un peu moins, enfin, mais leur rôle, c'est ça, c'est un rôle pédagogique, c'est un rôle d'expliquer les projets, c'est d'expliquer pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi c'est... Voilà. Donc le débat, quand le jury se passe bien, c'est parce qu'il y a un débat qui est alimenté, et qui est alimenté sur le fond, sur le fond des projets. Hein, donc ça c'est un point commun. Et moyennant quoi, ça change beaucoup en fonction des personnes et en fonction de la qualité des personnes. Et donc, c'est de ce point de vue-là, je pense que les compositions de jury sont plus flottantes. Sont pas toujours... certains jurys sont meilleurs que d'autres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on a une commission technique qui instruit un petit peu les différents projets, qui classe les projets. Alors, dans cette commission technique, il y a toutes sortes d'expertises qui sont mobilisées, des expertises techniques notamment, sur les sujets d'environnement en particulier. Enfin, mais c'est aussi une direction de l'habitat qui peut être là pour vérifier la conformité du programme par rapport aux enjeux de peuplement du quartier et qui se retrouve dans le sujet qu'il s'agit de réaliser. Et donc, cette commission technique fait cette analyse un peu fouillée, rend un avis circonstancié le plus souvent, peut noter, il peut y avoir une notation des projets, et ensuite ce qui se passe, c'est qu'il y a une audition, effectivement, et donc là on n'est plus dans l'anonymat, on présente, on défend le projet, et ensuite c'est le jury qui décide, et ce jury est très souvent politique. Et c'est le politique qui a souvent le dernier mot. Mais alors, en fonction des jurys, le politique agit différemment. Il peut être très à l'écoute de tous les conseils qui sont autour de lui, ou au contraire, il peut estimer qu'il a une culture suffisante pour prendre la décision, regarde la responsabilité qu'il doit assumer dans la fabrication de sa ville, par exemple. Et donc, voilà, il décide. Mais on a vraiment ce jury un petit peu en 2 étapes, en 2 instances, on va dire. Oui, je voulais juste mentionner un principe qui me paraît très important, qui fait partie de cette culture que vous avez construite, avec peut-être commençant avec Peter S., parce que si on fait vraiment selon le règlement, le client, il n'a jamais une majorité dans la jury. Et c'est toujours une majorité ou bien égale ou bien une majorité d'architectes plus paysagistes, etc. Donc, en théorie, le jury pourrait forcer le client à construire un projet qu'ils ne veulent pas. Et ça, Petres, il a dit, et c'était un peu devenu un principe, on ne va pas forcer un client, on va convaincre le client, mais on ne va jamais voter par majorité pour obtenir quelque chose que les architectes, ils veulent bien, mais les clients, ils ne sont pas d'accord. Et parfois, peut-être on va choisir le projet qui est un peu moins... radical, un peu moins extrême peut-être, mais qui est plus acceptable. Et c'est un peu l'art du compromis aussi, parfois. Mais très souvent, en fait, c'est possible si on a les arguments, de convaincre le client. Et parfois, il y a aussi des alliances
entre une partie du client et une partie d'architecte et une autre fraction qui n'est pas d'accord. On va revenir sur le cas que vous signalez parce que c'est, je dirais, une déformation, une déviation qui a des conséquences assez considérables sur la qualité du logement et sur l'innovation du logement, dans certains cas. Mais je voudrais terminer avec Vincent Cornu, qui connaît assez bien le fonctionnement des jurys et dans les logements disons publics. Qu'est-ce qui rendrait impossible, d'avoir un peu plus de candidats, 2, d'avoir des jurys qui discutent réellement, 3, d'avoir une sélection? Qu'est-ce qui rendrait ça impossible? Objectivement, quand on regarde, et je pense, je me tourne vers Jean-François, quand on cherche des références de logement en France, on a beaucoup de mal à trouver des choses intéressantes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y en a pas beaucoup. Ça ne court pas les rues d'une façon spontanée. Et je pense qu'une des raisons, c'est que précisément les jurys sont trop limités, les candidats sont trop limités, donc un peu toujours les mêmes, et les jurys ne font pas vraiment un travail approfondi sur les projets, donc on ne peut pas les faire sortir, et donc ça ne simplifie pas le travail de l'architecte, qui lui pourrait peut-être être plus innovatif, mais il sait que de toute façon, son projet ne passera pas. Donc il y a quand même tout un mécanisme qui n'est pas totalement en faveur de la recherche et d'un travail. Malgré tout, on peut y arriver, je crois que vous allez nous montrer quelques exemples qui montrent qu'on peut arriver quand même à faire du logement intéressant. Mais qu'est-ce qui rendrait impossible ça? En soi, il n'y a rien, ça n'est pas impossible. Je pense par exemple le nombre des candidats, moi je trouve ça très intéressant qu'il y ait plus de candidats et qu'effectivement on prime les 3-4 premiers ou les 4-5 premiers. Moi, ça me paraît un très bon principe. La question, c'est que là, ce qui est intéressant, je trouve, à Zurich, c'est le côté presque comme au théâtre, une unité de lieu. C'est-à-dire, il y a une culture de concours, enfin, dans celle que vous, qui fait que il y a une structure du concours qui est très, il y a une structure même dans la façon de l'architecture du jury, on peut dire qui est très forte. En France, il n'y a pas deux jurys qui se ressemblent. Il y a franchement parfois des mauvais jurys, c'est-à-dire des jurys où il n'y a pas de compétences en fait. Mais qu'est-ce qui interdirait une ville d'avoir la même discipline? Rien ne l'interdit. Je pense que c'est simplement comprendre qu'elle a intérêt à le faire. Ouais. Et il y a certaines villes qui le font, enfin qui développent une culture effectivement de ce type de culture, mais c'est quand même assez rare. Oh. Et le problème, c'est que aussi d'une municipalité à l'autre, enfin d'une échéance électorale à l'autre, c'est des choses qui sont un petit peu fragile. Il n'y a pas cette solidité. Je pense ce qui est fondamental là-dedans, c'est une forme de continuité dans la fabrique de la ville. Mais en tout cas, rien ne s'oppose à ce qu'on puisse effectivement se diriger vers des choses comme ça. Mais le politicien n'est pas toujours dans la jury. Chez nous, rarement un politicien est dans un jury. Dans le jury. Et nous, rarement, il en est absent. Il en est rarement absent. Non, mais faire la jury, c'est un acte de professionnel. Et important pour un politicien est de... Politique. Un homme politique, c'est de dire qu'est-ce qu'il veut de programme, mais pas de choisir l'architecture. Ça, c'est une traduction du programme, et lui, il devrait dire qu'est-ce qu'il veut comme programme, et peut-être aussi combien ça devrait coûter. Juste une question, Madame Müller. Dans vos concours, il y a des concours de coopératives. La coopérative, c'est une structure autonome. Donc, il y a là ces représentants qui vont dialoguer avec les membres du jury. Bon. Mais quand c'est vous, la ville, qui construisez un logement, le politique intervient ou pas? Intervient dans le jury? Rarement. Ouais. Le logement n'est pas très important pour la politique. C'est important comme objet, logement, mais pas l'architecture. Et,
il est peut-être l'homme politique, il est dans une jury pour un grand bâtiment, musée, grand bâtiment, stadion, Oui. des projets un peu fameux, phare. Le problème en France, c'est que le politique est aussi le président de la société d'HLM, c'est-à-dire qu'il y a un lien extrêmement... Donc c'est pour ça que je vous posais la question, parce que vous êtes de la même situation. Une partie des logements que construit la ville, c'est des logements plutôt sociaux, ce n'est pas des logements de luxe. Oui. Et donc on est bien dans la situation où effectivement, malgré tout, le politique n'intervient pas directement dans le choix d'un projet, alors qu'en France, c'est très très difficile. Notre chef politicien, il est quelquefois, il est dans un jury, mais seulement parce que c'est aussi important pour lui d'entendre et comprendre comment est-ce qu'un jury fonctionne et comment est-ce qu'on discute. Et aussi, c'est beaucoup de jours, il n'a pas le temps. Et pour ça, c'est limité. C'est combien de temps dure un jury en France? C'est très rapide. C'est trop rapide. Et effectivement, souvent, il y a un déplacement au lieu... Parce que sur la question de l'habitation, je pense que la question de la typologie, la question de l'organisation intérieure est quand même fondamentale. Et en France, ça se déplace très souvent quand même sur l'image. Et avec l'image qui a une importance. Et dans ces cas-là, sur l'image, tout le monde a l'impression d'être compétent. C'est-à-dire que sur l'image, et malheureusement, c'est quand même je pense que ça, c'est une grosse différence. Et là, on a beaucoup à... on en est très loin, quoi, parce que très souvent, moi j'ai vu des jurys où c'est l'image qui, et puis derrière, ça peut être vraiment pas bon, quoi. Et voilà. Il y a des expressions qui circulent qui disent si le projet fait pas waouh, ça marche pas. Alors il faut introduire les images. L'image, c'est l'image extérieure, c'est l'apparence des choses. Mais je pense qu'il y a des maîtrises. Il y a des maîtrises d'ouvrage qui ont... certaines maîtrises d'ouvrage ont interdit, par exemple, les images en couleur. Voilà. Mais cette discipline, elle est très peu répandue parce que, justement, il y a une surdemande d'images. Il y a une demande d'images, c'est-à-dire... voilà. Donc ça, c'est une grosse différence. Et le fait de reconnaître qu'il y a une expertise dans la lecture, dans la lecture intelligente d'un projet. Ouais. Ça, à mon avis, ça fait la grosse différence. Mais le système qui aujourd'hui fait qu'une grande partie, pas une totalité, mais une bonne partie de ce qui pourrait passer dans des jurys normaux pour des logements sociaux, soit passé au travers des aménagements, parce que quand vous faites un concours d'aménagement, d'une part déjà, vous êtes promoteur, architecte, quand c'est le concours classique. Mais le promoteur architecte, souvent, l'architecte construit pas seulement du logement, mais il y a une partie, 20%, qui doit être du logement social. Donc ça veut dire que le logement social échappe complètement au concours, puisqu'il est pris au travers d'un procédé qui, lui, valorise plutôt les 80%. Enfin, le calcul se fait plutôt comme ça. Et donc on voit bien que le fond du sujet, c'est-à-dire le logement lui-même, quelquefois même le fond du sujet urbain n'est pas le sujet principal, parce que c'est pas ça qui compte. Ça va être l'image, ça va être autre chose que cette qualité-là. Donc ça biaise considérablement le fait qu'on ait ce regroupement au travers des aménageurs d'une grande partie de la production du logement, qui n'est pas que du logement privé, qui est du logement quelquefois social, mais qui est véhiculé par le promoteur, qui après ça vend sa partie sociale à un bailleur social. Et puis, il n'y a aucune réflexion sur la typologie, bien sûr, et on va faire quelques modifications. Donc on voit bien que le système est quand même très très différent à tous les niveaux. Alors, oui, il est très différent. Alors après, dans les consultations qui sont organisées par les aménageurs, qui s'adressent aux opérateurs qui vont réaliser les programmes immobiliers, il arrive très souvent que les programmes soient mixtes, avec du logement en accession libre, du logement social, du logement intermédiaire. Et il arrive souvent, quand les programmes sont importants, qu'on répond en association d'opérateurs. C'est-à-dire qu'on
on répond, un promoteur privé s'associe à une coopérative de logement social, par exemple, qui va faire soit du locatif social, soit de l'accession sociale, parce que c'est les produits qu'on fait, et cet opérateur va réaliser son programme. Donc, dans la réponse qu'on va adresser à l'aménageur, tous les éléments du programme sont travaillés chacun en termes de typologie, etc. Et on s'efforce aussi de répondre aux enjeux d'insertion urbaine des projets. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en secteur aménagé, dans le cadre des ZAC, les enjeux urbains, notamment, sont déjà très, très définis, très posés à travers la fiche de l'eau, qui cadre beaucoup, en fait, les types de réponses qu'on peut apporter. Et c'est vrai que derrière, l'invention qu'on peut apporter en termes de conception et de composition est sans doute un peu limitée. Et c'est peut-être pour cette raison-là qu'à un moment, la discussion, elle tourne sur comment a été composée la façade et on regarde une image. Mais malgré tout, je pense que les aménageurs aujourd'hui s'ouvrent un peu à de nouvelles pratiques de consultation où la fiche de l'eau est peut-être moins définie, ou disons qu'il y a des phases de dialogue importants. Il arrive assez souvent que dans des concours comme ça, organisés par les aménageurs, on a des phases de workshop, d'ateliers, qui associent donc les groupements, l'aménageur, sa maîtrise d'œuvre urbaine, enfin l'urbaniste, et on dialogue sur les enjeux, et donc il y a un peu une collaboration à ce moment-là. Et puis après cette phase d'atelier, chacun travaille de son côté, essaye d'avoir la bonne interprétation des enjeux qui ont été énoncés à l'oral ou qui ont été écrits dans le cahier des charges. Et voilà, celui qui aura apporté la réponse la plus juste pourra être désigné. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est assez différent par rapport au concours que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas dans la situation d'une maîtrise d'ouvrage qui choisit un projet et sa maîtrise d'œuvre. Là, on est vraiment dans le cas où un aménageur cède un lot à construire à un groupement maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Donc les groupements, il est déjà composé et il y a eu une rencontre, un choix, voilà. Après, on peut se poser la question de comment les maîtres d'ouvrage vont chercher tel et tel architecte pour répondre à cette consultation. Ça, c'est tout un jeu tactique où les opérateurs essayent de comprendre quel est l'architecte qui est peut-être le plus à même de répondre à ce sujet-là, celui qui peut-être est déjà dans un dialogue avec l'urbaniste de la ZAC, qui est une personne importante dans le process. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Oui, ce qu'il faut signaler quand même, c'est qu'effectivement, quand vous dites qu'il y a ce groupement promoteur-architecte, vous êtes promoteur-architecte contre promoteur-architecte. Le concours se joue là. Et donc, le choix de l'architecte pour le promoteur va être aussi en tenant compte de ce qui va se produire après au niveau du jury, comment il va être perçu, etc. Il y a tout un jeu quand même extrêmement subtil. On va prendre un architecte connu, on va faire, etc. Je veux dire, il y a toute une machinerie qui fait que, en fait, on ne travaille pas sur le fond du sujet, on travaille sur la forme, sur l'image, sur la réputation, sur des tas d'autres choses. Alors, les aménageurs nous incitent souvent à ouvrir quand même le choix. Il arrive aussi que des aménageurs établissent des listes d'architectes dans lesquelles les opérateurs qui sont conviés à répondre à la consultation vont choisir. Il arrive aussi souvent que des aménageurs, quand le programme est important, incitent les opérateurs à retenir un architecte, disons, confirmé, une agence qui est bien établie, qui va apporter de la sécurité, de la solidité, puis voilà, mais s'associer à une jeune agence pour la porter dans la réalisation d'un premier programme. Donc ça, c'est des formules qui s'inventent un petit peu en fonction des volontés, des ambitions des uns et des autres. Et c'est vrai que les modalités de consultation, alors il n'y a pas ce règlement qui vaut pour toute la ville. En fait, c'est un peu chaque aménageur établit un peu sa règle de fonctionnement. Et là, les modalités peuvent être très variées. Oui.
l'analyse, enfin le constat général, c'est qu'effectivement, rien ne conduit directement à la recherche d'une certaine qualité architecturale de fond, que ce soit la typologie et l'insertion. Même quand il y a des projets comme vous le citez, parce que même la fiche de l'eau, comme vous dites, le règlement fait que pratiquement, ça nous a été dit au précédent débat, pratiquement ce qui reste à l'architecte est très très réduit, puisqu'il n'a pas à intervenir sur l'insertion. L'insertion est déjà définie, très définie, surdéfinie. Et moi, j'ai assisté à des opérations où effectivement, c'est l'architecte, l'urbaniste en charge qui refuse toute intervention dans son choix. Donc, tout est déjà très, très verrouillé, quoi. Donc, ça serait 10 fois plus simple si effectivement les choses étaient plus dissociées. C'est-à-dire qu'il y a un concours, ça existe aussi, c'est une autre formule, un concours de promoteurs. Qu'est-ce que vous faites? Après lequel, le promoteur étant choisi, fait un concours d'architectes. Ça se fait en particulier dans les villes nouvelles où ils ont du foncier, où l'établissement public vend le foncier en faisant un concours et ensuite demande à ce qu'il y ait un concours d'architectes. Mais pareil, on a 3 candidats, on retombe dans la machinerie qui est faible, qui ne produit pas grand-chose. Et qui produit d'autant pas grand-chose, je voudrais insister sur un des points qui est vraiment important, il n'y a aucune communication. Il n'y a aucune communication sur le résultat d'un concours. On connaît à peine le vainqueur, on le connaît quand même parce que le vainqueur se fait connaître, et quelquefois il fait visiter son bâtiment, mais on n'a aucune information sur qui étaient les autres, quel était le second, quel était le troisième, qu'est-ce qui était, et on n'a aucun jugement, il n'y a aucun document qui est écrit, qui dit voilà, on l'a choisi pour telle raison, aucune justification des choix. C'est quand même très opaque. Il n'y a pas d'échange après le concours avec l'ensemble des architectes. Comment ? Il n'y a pas d'échange après le concours avec l'ensemble des architectes. Non, mais même pas d'information sur ce qui existe. Alors, il faut aller là. Un bon projet qui était second, en Suisse, il est connu. Parce qu'on va regarder le projet, on dira c'est un bon projet. Oui. Et donc, on va le mémoriser. Et donc, on va pouvoir peut-être l'appeler. Mais là, perdu. C'est totalement perdu. C'est quand même un... C'est vrai qu'il y a des sites comme Espasium, par exemple en Suisse, qui diffusent très largement le résultat des concours. Et moi, je vais consulter ces concours et je ne saurais pas le faire en France parce qu'on n'a pas accès à cette information. Et c'est vrai que c'est très riche d'aller voir le résultat de ces consultations, de ces concours. Regarder cette invention typologique, c'est une vraie source, c'est clairement. Encore faut-il qu'elles conduisent à des concours qui permettent de faire l'invention, c'est-à-dire qu'il y ait une ouverture possible. Donc ça dépend beaucoup plus de vous et de votre capacité à accepter, peut-être en ayant plus de candidats, enfin de participants, de prendre le risque d'avoir justement des propositions qui seraient ouvertes. Sinon, si c'est pour retomber dans le système habituel, nuit, jour, fermé, etc., on ne sortira pas du système tel qu'on le connaît. J'ai pris un exemple avec moi sur un concours très complexe qu'on a fait d'abord un concours pour trouver les maîtres d'ouvrage. Pour trouver les maîtres d'ouvrage. C'est cet immobilier sur le terrain Koch, c'est un terrain industriel. Et maintenant, on a trouvé 4 maîtres d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, c'est la ville même pour ce parc, pour le jardin, 10 000 mètres carrés jardin public. Et les autres terrains, périmètres, A, B, C, sont 3 différentes maîtres d'ouvrage qu'on a trouvés sur ce concours d'abord. Et avec ces 4 maîtres d'ouvrage, nous avons organisé 4 concours parallèles avec un jury. C'était assez complexe et le rapport de jury était
un document très épais. Et on a, pour chaque de ces 3 concours sélectifs avec 10 teams, also on était 30 architectes, on fait un projet sur les périmètres ABC et 15 architectes de paysage ont fait leur projet pour un parc. Et après 6 jours de jury, avec ce jury professionnel, on a trouvé la solution. Ça, c'était une étape. Après 4 jours de jury, on a eu encore 64 différentes possibilités de combinaison. Un peu plus dans le détail, on voit mieux, mais c'était une très bonne culture de discussion. Ça, c'est le périmètre A, les 4 premiers prix, premier, second, des projets très différents. Le périmètre B, c'était un logement très haut, aussi très différents projets. Le C, c'était aussi logement, mais plus mixte. Ah, là, vous voyez aussi les prix. Ce premier prix, il a gagné 60 000 francs. Le parc aussi très différent. Et le résultat, après 6 jours, il est comme ça. Et je l'ai pris avec parce que c'était vraiment assez compliqué avec 4 maîtres d'ouvrage et leurs membres derrière de trouver dans cette jury était assez grand, de trouver une solution et c'était toujours einstimmig. Was heißt einstimmig? Oui. Fini. Tu as aussi des exemples. Oui. Toi aussi. Oui, mais bon, non, je pense que c'est bien. Du musst weiter. Du musst nicht zurück, du musst weiter. Oui, je voulais peut-être juste montrer un peu le point de vue des participants, parce que notre agence est un peu grandie aussi avec ce système, mais on a un profil assez extrême dans le sens qu'on a probablement un seul projet qu'on a fait qui n'est pas le résultat d'un concours. Tous les autres, tout le travail qu'on a fait pendant 15 ans, ou 14 ans, c'est le résultat de concours. On a fait 89 projets de concours dans les 14 ans. On a fait 9 fois premier prix. 3 sont réalisés, 3 sont en route, 1 est abandonné et 2 on attend encore. On ne sait pas si peut-être ça va se réaliser. On avait 10 mentions, on n'a pas beaucoup de prix ou de et on a 60 projets où il n'y a rien du tout. Pardon. Donc, les clients de notre agence pour les concours, pour les 89 concours, c'est 38 dans le secteur public, ça veut dire des écoles, du logement social de la part de la ville, des hôpitaux, des programmes d'église, etc. On n'est pas très bien, je devrais parler à mes partenaires qu'on ne fait plus les concours dans le public parce que c'est 1 sur 19. Pour les coopératifs et les fondations, on est 1 sur 7,5. On avait 4 fois un lauréat
Et dans le privé, 1 sur 7. Il y avait 21 concours pour investisseurs, fonds des pensions, et on avait 3 lauréats. Ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs privés, les fonds de pension, ils ont copié ce qu'a commencé à faire la ville. Ils sont souvent pas obligés de faire des concours. Parfois, c'est la commune ou les urbanistes qui disent oui, vous pouvez faire ça, mais seulement si vous faites un concours. Mais souvent, ils sont pas obligés, mais ils le font quand même parce que ça leur aide à trouver la meilleure solution. Ils le font pas toujours avec le livre. Là, il y a aussi un peu une marge parfois parce qu'ils sont pas soumis aux droits des marchés. D'accord. Après, j'ai regardé combien d'heures on a investi pour tout ça. En 2017, c'était encore assez normal. C'était 5 concours, 4000 heures. La moyenne, c'est 800 heures. Le médiane est plus intéressant parce que là, on avait le concours avec presque 2000 heures. C'était la catastrophe. C'était une équipe avec 3 agences. Et donc, ça change un peu la moyenne. En 2018, c'était une année où on avait beaucoup de projets qui étaient en pause, où on ne pouvait pas faire autre chose que faire des concours pour trouver finalement un nouveau projet. On a fait 12 000 heures, encore autour de 670 heures par concours médiane. Et on avait 2 concours qui étaient autour de 1500. Université de Zurich et l'autre, c'était un concours de logement encore assez complexe. Donc, c'est considérable comme investition. C'est vraiment quelque chose qui est pas... Là, c'était plus que 50% des heures totales qu'on a travaillé à l'agence. En 2017, c'était peut-être 20-25%. Là, c'était le premier concours qu'on avait gagné à notre agence, c'est ce projet-là. Je le montre parce que c'était dans une époque où c'était pas encore clair quelle forme allait prendre la densification de la ville, des quartiers périphériques, des quartiers de cité-jardin. Et il y avait de très différentes approches et morphologies qui ont été proposées. Et je crois que dans cette richesse, mais aussi dans cette ampleur de solutions, ça serait plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaierait d'abord de cerner un peu plus la direction où aller. Ce projet-là, il a été attaqué par des voisins, par les moyens juridiques, et finalement, il y avait un verdict du tribunal fédéral suisse qui a donné raison aux voisins. Donc, dans ce sens, c'est un mauvais exemple parce que souvent les concours, ils aident à aussi légitimer un projet, à démontrer qu'on a choisi entre plusieurs options et que c'était un raisonnement. Et ici, ça n'a pas fonctionné. Et malgré ça, il y avait une grande discussion publique qui était très douloureuse pour nous, mais sur cette question, comment on va se développer la ville, qu'est-ce qu'on veut, comment on va densifier ces quartiers, et d'une manière très désagréable, mais quand même, il y avait cette discussion. Donc après, un autre projet qu'on a gagné, c'est un projet de logement où il y avait beaucoup moins c'était beaucoup plus restreint, le cadre aussi de réglementaire. Tous les projets avaient à peu près la même hauteur, il y avait plusieurs formes urbaines similaires. Et là, c'était aussi une coopérative qui n'était pas très, très innovante. Il s'agissait vraiment de faire du logement qui ne coûte pas cher. Et
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils sont tombés complètement amoureux, les clients, de cette forme elliptique. C'est un projet qui s'est joué beaucoup sur la forme. Et une chose qui est intéressante quand les clients ils font cette procédure avec un jury où ils discutent les projets, à un moment donné, ils vont s'approprier le projet qu'ils ont choisi. Donc, en tant qu'architecte, on est heureux parce qu'on a un client qui a choisi notre projet, qui est tombé amoureux de cette forme et qui veut le réaliser. Et ça, on n'a pas fait cette expérience avec un client qui guide le projet dès le début, qui est présent, qui est peut-être... bien sûr, il faut gagner la confiance. Après qu'on a gagné au début, ils étaient un peu méfiants. Qu'est-ce que c'est comme architecte? Mais ça s'est plutôt bien passé. Civiki Sud, c'était un projet important pour nous avec un montage assez complexe. Et le programme, il était très, très vague. Il avait un programme qui spécifiait même pas combien de pourcents logement et d'autres fonctions il fallait faire. Et c'était un concours sur invitation d'un promoteur privé qui collaborait avec une coopérative. Et là, il y avait encore des projets très, très différents. Et je crois qu'on était un peu entre deux extrêmes avec notre projet. On était entre l'extrême de, par exemple, Bünzli-Courvoisier, qui ont proposé un projet plutôt classique, un projet de logement, et Lacaton-Vassal qui ont proposé une trame très très flexible qu'on pouvait développer avec et nous on était un peu peut-être entre les deux. Et le dernier projet que je voudrais montrer, c'est une école, c'est pas du logement, et je le montre parce que elle démontre que le concours peut être un véhicule pour une innovation typologique. C'est un concours où il n'y avait pas de budget. C'est la ville de Winterthur, elle a beaucoup moins d'argent que la ville de Winterthur, de Zurich, et elle devait construire une école avec le budget d'un truc provisoire, d'un sorte de Algeco, de structure provisoire. Et les autres projets, ils ont ou bien réagi d'une manière très très restreinte, ils étaient plus ou moins dans le budget, mais ils avaient aucune qualité intérieure ou très peu ou bien ça c'était un projet très très intéressant, mais qui était hors budget, c'était pas. Et nous avons gagné le concours avec l'idée de ne pas faire de circulation, de en fait mettre toute la circulation à l'extérieur d'un bloc solide de locaux de classe, un peu inspiré aussi par les solutions provisoires, comment ça marche, mais aussi avec l'idée d'une école en plein air. Et ça a aussi donné beaucoup de débats sur comment développer les écoles. Est-ce que c'est juste d'économiser à ce point-là et quelle qualité on pourrait gagner aussi par ce système. Donc voilà. Les avantages, c'est peut-être pour la ville aussi qu'il y a un débat public sur la qualité urbaniste et architecturale. En présentant les concours, en discutant les résultats, ça crée un débat et public et actif sur. Et pour les clients, je crois que tu avais déjà dit, c'est le choix entre les options réelles. C'est des options pas que vite fait, mais étudiées. Et c'est une certaine sécurité financière et aussi procédurale sauf le premier projet que j'ai montré, mais normalement ça va se dérouler plutôt
d'une manière contrôlable. Et pour les architectes, c'est effectivement le moyen de trouver un client qui aime le projet qu'on a fait. On est assez libre de faire le projet. Souvent, on ne gagnait pas, mais si on gagnait, ils sont choisis. Et finalement, il y a des risques aussi. Pour le développement urbain, on pourrait dire qu'à Zurich, c'est un peu une exposition de solutions. Il n'y a pas beaucoup d'homogénéité. Sur chaque site, il y a encore une autre typologie, il y a encore une autre... peut-être c'est une qualité, peut-être c'est aussi un risque. Pour les clients, c'est surtout l'obligation de se concerter qui fait peur. Je crois qu'ils ne sont pas aussi libres de choisir ce qu'ils vont faire que s'ils font pas de concours, s'ils travaillent avec leur architecte de choix. Et finalement, il y a toujours l'argument de ça coûte beaucoup, on perd de temps. C'est le même argument du côté des architectes. Moi, je pense que partiellement, c'est un argument qui tient pas vraiment. Si on regarde les avantages qu'on peut gagner, c'est pas vraiment correct souvent. Et pour les architectes, un des risques, c'est comment protéger nos droits d'auteur. On investit vraiment un grand pourcentage de chiffre d'affaires. Et après, si c'est possible de commencer avec nous, on voit que c'est un peu compliqué. Après, on change d'architecte, on fait le même projet avec un autre architecte. Ça marche plus, le système va éclater si c'est possible. Donc ça, c'est pour nous un souci ou quelque chose qu'il faut veiller. Voilà. Vincent, vous voulez? Il y a encore le temps. Oui. 5 minutes. Voilà. Alors, juste pour compléter l'information juste, voilà ce qui diffuse l'information, c'est ce qu'ils appellent la Bible des projets de logement. Ça représente l'année 99-2015, c'est publié, c'est disponible. Il y a bien entendu sur les sites de la ville la possibilité de regarder tous les projets, mais ils sont en allemand, donc il faut pouvoir lire l'allemand. Mais autrement, ils sont publiés, mais vous avez des documents qui sont naturellement souvent dans la table des architectes, parce que tout le monde peut lire, regarder. Chaque projet, c'est 10 architectes, et les 10 projets sont montrés pour chaque concours. Il y a la même chose pour les écoles. Oui, donc juste quelques exemples quand Dominique m'a demandé... Au départ, je ne voulais pas montrer d'image, et puis j'ai pensé qu'avec François-Xavier Trivière, justement, c'est un concours qu'on a fait ensemble, maîtrise d'ouvrage et architecte. Et en fait, c'est à Nantes, et ce qui est intéressant, c'est que le site était quand même très important, puisque le terrain d'assiette du concours, c'est tout ça. Donc on était complètement libre là-dessus. À une exception près, il y a un bâtiment existant, ici, une espèce de pointe, qui était à conserver. Et là, l'intérêt du concours, alors la question c'est quel est l'intérêt du concours? Pour moi, l'intérêt du concours, enfin quand les règles sont suffisamment souples, c'est de poser des principes, de poser des principes fondamentaux qui après, vis-à-vis desquels on peut se référer. Là, il y avait un principe très simple, c'est dire tous les logements sont traversants. Tous les logements, sans exception, sont des logements traversants, nord-sud ou est-ouest, puisque le nord est en haut. Alors c'était en plus un site un peu particulier, puisque ça c'est est-ouest et c'est la direction de la Loire qui est un petit... Pardon, c'est la direction de la Loire qui est un petit peu en contrebas, décidément. Voilà, qui est un peu en contrebas, et c'est ça qui orientait tout le projet. L'autre chose aussi, c'était que dans ce projet-là, tout était traversant, également les logements sociaux. Donc dans la répartition, donc les logements sociaux, là, ils sont ici, et là, ils sont traversant est-ouest. Alors ça a orienté pas mal de choses, parce que ça voulait dire aussi une chose, c'est qu'on était forcément dans un système de noyaux de distribution et coursive.
ce qui est aussi une chose. Donc c'est là où c'était important qu'on échange, parce que les maîtres d'ouvrage en général sont assez réticents sur la question des coursives. Donc ça voulait dire les coursives, ça suffit pas de dire les coursives, c'est comment les coursives. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc je montre juste quelques images là-dessus, pardon, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est juste. Alors on voit pas très bien là, mais ce qu'on peut deviner, c'est que à partir de ce principe de traversant, après il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de variations, il y a évidemment les extrémités, il y a aussi les dimensions des logements, ce qui faisait que même les studios, il y avait 1 ou 2 studios, il y avait un studio et les 2 pièces étaient traversants. Et ils avaient en commun aussi voilà, là on voit des loggias qui faisaient plus de 2 mètres de profondeur et qui étaient de même profondeur quel que soit le logement. Voilà, alors aussi les coursives, le principe des coursives, on les voit ici sur quand on passe effectivement devant des logements, c'est trouver un dispositif qui fait que on ne passe pas tout à fait complètement devant, mais on a voilà. Donc ici on a la face, c'est la face nord. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est que on avait un cœur d'îlot, donc ces coursives débouchaient sur des et puis là c'est le côté loggia. Voilà. Alors aussi au niveau des concours, du concours, et ça c'était un élément de discussion entre nous, beaucoup de dessins qui montraient le principe des traversants, la façon dont on faisait à la fois des espaces ouverts entre la cuisine et le séjour, mais en même temps qui étaient comme des petits objectifs qui permettaient à la fois d'écrire ces espaces comme des espaces à part entière, mais qui mettaient en scène ce caractère traversant, voilà, qu'on voit ici. Donc c'est des traversants qui sont parfois relativement minces, et donc qui fait qu'on perçoit. Donc ça c'est évidemment aussi une question, un sujet de discussion. Enfin, François, tu vas peut-être en parler, mais dans la mesure où pour une maîtrise d'ouvrage, les bâtiments minces, a priori, ça coûte un peu plus cher que les bâtiments épais. Donc voilà. Mais là, c'était en rapport aussi avec un site et un site qui suscitait cela. Voilà, une dernière image encore une fois sur ces loggias très très profondes. Alors on avait fait aussi un dispositif un peu particulier. Là on le voit, si on le devine, c'est-à-dire que ça c'est une paroi vitrée qui peut complètement s'ouvrir. C'est ce qu'on voyait sur l'une des photos avant, peut complètement s'ouvrir, ce qui fait que ça fonctionne un peu comme une véranda climatique puisque c'est plein sud. Et on l'avait fait uniquement sur un étage, comme une espèce de prototype, histoire de dire ici on pourra le faire aussi, et sur les autres étages en dessus. C'est une manière de voilà. Tu veux en parler, enfin, ou de... Rien à interdirait qu'un projet de cette nature, dans un concours bien exprimé, ne soit pas gagnant ou valable. Rien n'interdit de faire ça quand on fait un concours comme en Suisse. Bien sûr. Ce qui est assez rare, la logique que vous exprimez là, on la retrouve dans les logiques qui sont exprimées dans les concours en Suisse, et les jurys sont capables de regarder, de comprendre et d'apprécier si effectivement il y a cette logique et si cette logique est porteuse de qualité sur les logements, etc. C'est vrai que dans le cadre du concours, le dialogue avec l'architecte nous permet, d'aller plus loin dans la réflexion typologique, et c'est vrai que l'immeuble à coursive orienté nord-sud, c'est pas quelque chose qu'on aurait programmé spontanément, et c'est vrai que c'est dans le travail avec les architectes. Donc Vincent était associé à 2 autres architectes avec qui on a fait cette opération d'ensemble. On s'est laissé convaincre de mettre en place ce dispositif de bâtiment à coursive qu'on n'avait plus fait depuis très très longtemps, qui était... La coursive, c'est un marqueur du logement social, et c'est vrai que la promotion, c'est quelque chose qui est plus assumé aujourd'hui, enfin, qui ne l'était plus. Mais alors, ce projet, il date de 2007,
à une époque où s'imposaient les nouvelles réglementations bâtiments basse consommation. Et c'était la première opération qui avait ce niveau de performance à Nantes à l'époque. Et les prescripteurs qui nous accompagnaient sur les sujets de performance environnementale nous avaient aussi indiqué la justesse de cette proposition de plan et d'orientation des bâtiments. Et donc, on est allé dans ce sens aussi, à travers toutes ces expertises, cette proposition de conception. Et voilà, pour nous, c'était prendre un risque qu'on a pris. On en a été très heureux parce que cette opération est très belle, elle est très bien vécue. Et voilà, c'est aussi ça pour nous le concours, c'est un dialogue approfondi avec une maîtrise d'œuvre. C'est ça qui est intéressant. Il faut dire aussi que bon, ce qui était intéressant dans les autres architectes, donc il y avait Bouillot Donadieu et François et Paul Gretet. Donc on était une équipe on était cinq architectes en tout, et on a travaillé ensemble sur ceci. Et au départ, on n'a pas attribué. Je me rappelle, on a tiré au sort. Après, qui fait quoi? Donc c'est plutôt assez marrant parce qu'au départ c'est vraiment un projet commun et ensuite on tire au sort. Donc moi j'ai réalisé cette partie. Bouillot Donadieu, donc les jeunes architectes qui sont maintenant à Marseille ont réalisé celle-là et François Greter et Paul Greter ont réalisé toute la partie basse. Voilà, c'était. Je montre juste un. Alors un autre exemple. Alors ça, ce qui est particulier là, c'est que peut-être on déborde, c'est peut-être inutile. De partir pas trop tard compte tenu de la voilà, circulation. Bon, on peut arrêter peut-être. Voilà. On n'a peut-être pas passé beaucoup de temps avec la salle, mais peut-être s'il y a une question, on peut la prendre. Sinon, on va libérer. Juste une question, c'est pas vraiment. C'est par rapport au match France-Suisse. Je pense que c'est plutôt, dans les concours, il faudrait considérer ce qui est de l'ordre du disciplinaire, le concours pour une coopérative, on choisit un bâtiment, et ce qui est de l'ordre du prestataire, c'est-à-dire un concours, on va choisir une entreprise qui fasse de l'architecture ou qui produise des mètres carrés, etc., à qui on demande plutôt une rentabilité. On s'aperçoit effectivement que c'est plutôt en France qu'on a cette majorité-là de demandes. Mais je ne pense pas que ça soit une question de capacité, c'est plutôt une question de commande. C'est-à-dire qu'en Suisse, effectivement, il y a des demandeurs. Et pour finir juste, par rapport à l'image, on se plaint toujours de l'image, mais on frise toujours le corpo en disant... non, l'image, c'est pas la question de l'image, c'est la question du regardeur, tout simplement. Si on a quelqu'un qui sait lire une image, il n'y a aucun problème. Il saura faire le choix. Non, mais quand je disais l'image, c'est pas, bien sûr, l'image c'est normal qu'il y a, mais c'est le registre sur lequel on se place. Parce que le problème des concours, et bon, si je reviens sur la question des concours qui sont parfois un petit peu verrouillés, c'est quand tout est prédéfini, et le registre donc du travail se situe uniquement sur la peau, et plus du tout sur la typologie, et plus du tout sur... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais là... C'est normal qu'on regarde des images, et il y a des gens qui savent les regarder, et des gens qui ne savent pas les regarder. Mais la question, c'est quand ça devient le sujet unique. Parce que c'est pas un concours d'architecture, c'est un concours pour une prestation à qui on demande. Alors l'architecte, c'est comme une start-up de plus, quoi. Donc voilà. Bonsoir. Le gouvernement se pose beaucoup de questions actuellement pour pouvoir construire plus de logements, plus vite et moins cher. À tel point que la loi sur la maîtrise d'ouvrage public, qui obligeait les bailleurs sociaux notamment à faire des concours d'architecture pour le logement social, a été revue. Et aujourd'hui, une maîtrise d'ouvrage public n'a plus l'obligation de faire appel à des architectes lors d'un concours pour construire. Elles ont le choix, donc elles peuvent le faire ou non. Elles n'ont plus l'obligation. Qu'est-ce que vous diriez à un maître d'ouvrage qui se pose la question,
Est-ce que je fais un concours ou pas pour réaliser une opération? Peut-être en conclusion, quels seraient les arguments du coup pour le concours? Pour le concours, certainement, il devrait faire un concours. Et il épargne de argent parce qu'il peut choisir le meilleur, et le meilleur est ne pas le plus cher. Et il gagne de temps parce que toute la préparation pour un concours, après cette préparation, il sait très bien qu'est-ce qu'il veut, avant peut-être pas encore, et tout le monde a beaucoup pensé, et ça, après, le processus est plus vite. C'est simple et clair. Peut-être un des problèmes, c'est de parler de construire beaucoup de logements sociaux rapidement, au lieu de parler de comment développer la ville, dans laquelle, évidemment, il y a du logement social. Mais donc, si la question était comment on développe les quartiers, les enjeux sociaux aussi, que tout ça soit vu en système, on pourrait beaucoup mieux argumenter pour une approche par des projets qui sont discutés, par exemple, dans la forme de concours. Le projet urbain. Urbain et logement aussi. Ouais. Et j'avais une courte question qui reprend un peu là-dessus. Avant, je voulais dire que j'étais d'accord avec monsieur que le vrai débat sur la qualité architecturale, avec ou sans concours, dépend beaucoup de la culture de la commande. Et donc, c'est bien sûr l'histoire de est-ce qu'on sait regarder l'image et est-ce qu'on sait vraiment les interpréter. Et ce que je vais dire dans ma question porte aussi l'accusation que finalement, quand un promoteur ou une instance publique ou qui que ce soit décide de faire un concours avec une liste restreinte, comment arrive-t-il à se justifier à lui-même, et puis demain il va oublier à justifier à ceux qui seront les usagers, cette short list? Parce qu'automatiquement, je présage que la liste porte aussi le souci de l'image d'un projet vendable sur la qualité de l'image de la star qui va le faire. Et je dis vendable aussi dans un sens politique du terme. Hein. Alors, ces listes sont parfois très longues. Hein. Enfin, il y a certaines collectivités de province qui établissent des listes de 20, 30, 40, 50 architectes. Donc, c'est quand même un choix assez large. Ces listes, je pense qu'elles sont fabriquées de bonne foi quand même, avec l'idée d'avoir une famille, enfin des familles même, des familles d'architectes qui poursuivent, enfin approfondissent des thématiques de recherche qui leur sont propres, mais qui répondent à des questions que peut se poser l'aménageur ou la collectivité autour de ce projet urbain. Je pense que le système des listes n'est pas inintéressant parce que quand on les regarde, elles sont quand même assez riches, assez larges. Il y a des gens confirmés, il y a souvent des jeunes agences. Enfin, je ne sais pas si Vincent, tu peux dire aussi ça, mais après, dans d'autres cas, les aménageurs, enfin, ce qui nous demande beaucoup dans des consultations, alors le mode de consultation, on n'arrive pas d'emblée avec un architecte. Alors je dois dire aussi que les consultations qui sont ouvertes aux concepteurs-promoteurs, on peut avoir 30, 40, 50 groupements sur certains dossiers, ce qui est quand même considérable. Donc après, l'aménageur, c'est vrai qu'il a un panel relativement important d'options possibles à prendre. Ce qui est vrai, c'est que à la suite de cette phase candidature, le choix est très très resserré, parce qu'en général, l'aménageur va retenir 4 ou 5 groupements au maximum. Il va rarement au-delà de ça. Donc là, le jeu est restreint, mais disons que au départ, il y a quand même des possibilités assez larges. Il arrive que l'aménageur lance une consultation simplement opérateur, promoteur, et donc retiennent
un opérateur, et derrière, le choix de la conception se fait de manière souvent concertée. Alors, le maître d'ouvrage propose 4, 5, 6 noms. L'aménageur en propose 4, 5, 6 également. Donc, on a une douzaine d'architectes potentiels. Et là, on décide d'en auditionner, d'en retenir 3 ou 4 pour une phase concours. Alors, parfois, c'est quelque chose de très sommaire. C'est pas un vrai concours d'architecture. C'est une audition sur la base d'intentions qui sont formulées par les différentes équipes. Donc, ils ont lu une fiche de l'eau, ils ont vu un site et ils vont expliquer comment ils sentent les choses, comment ils comprennent le programme, comment ils imaginent le travailler. Et sur la base de cette consultation très light, on choisit un maître d'œuvre. Voilà. Parfois, c'est un concours, mais c'est plus rare, mais ça se pratique aussi. Voilà. On va libérer la salle. Il est l'heure. Merci beaucoup.